Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Fermeture des bureaux de vote en Tunisie. Le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu ce dimanche. L'ISI, l'instance supérieure indépendante des élections, a jusqu'au mercredi 26 novembre pour annoncer les résultats officiels et la tenue d'un éventuel second tour. Marrakech a été la vitrine de l'entrepreneuriat du 19 au 21 novembre. Un panel de décideurs économiques internationaux venus des 4 coins du monde ont présenté une série de réflexions pour mettre au service des jeunes entrepreneurs leur propre expérience et leur donner les ressources nécessaires pour réussir dans leurs activités. Quel état des lieux de la vie politique mauritanienne pour Elie Ould Mohamed Va, l'ancien président de la transition? Le constat est alarmant. Selon lui, voilà maintenant plus de 7 ans que la Mauritanie est dans l'impasse. Nous y reviendrons dans ce journal. Mais avant de développer ces titres au Burkina Faso, l'équipe gouvernementale a enfin été dévoilée. Le gouvernement intérimaire disposera d'1 an pour remettre sur pied le pays des hommes intègres. Il s'agit aussi de préparer les élections présidentielles et législatives qui mettront fin à la transition en novembre 2015. Scrutin qui, rappelons-le, ne verra pas la participation d'aucun de ses membres du nouveau gouvernement. Moins d'1 mois après les élections législatives, les Tunisiens étaient appelés ce dimanche 23 novembre à élire leur président de la République. Près de 5,5 millions d'électeurs ont eu la lourde tâche de départager les 22 candidats en lice. Les précisions d'Anan Faro. Ce dimanche 23 novembre, la Tunisie avait rendez-vous avec son histoire. Cette élection présidentielle est la première qui soit organisée dans des conditions transparentes. Les bureaux de vote étaient ouverts de 8h à 18h heure locale. 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, mais malgré le caractère historique du scrutin, la participation est globalement faible. Il est étonnant que le taux de participation soit relativement faible, c'est-à-dire avoisinant les 50%. Seulement, si on voit les élections législatives, le taux de participation n'était pas plus élevé que 60%. Et aux premières élections législatives en 2011, il était de 53%. C'est dire qu'il y a une grande partie des Tunisiens, c'est-à-dire quelque chose comme 40% à plus, qui ne s'intéressent pas à la vie politique. Après la chute du président Zine El Abidine Ben Ali en 2011, l'espoir était né chez beaucoup de Tunisiens de voir leur situation économique s'améliorer. Même si en 2013, la situation de l'emploi a connu une timide amélioration, officiellement, le chômage est de 15%. Déçus par la classe politique, beaucoup de Tunisiens ont préféré ne pas voter. D'autres mettent la barre très haut pour le futur président. Le président ne doit pas penser à lui-même, juste pour avoir de l'argent ou bien il pense que la présidentielle, c'est juste une place. Je veux un président pour sauver le pays ainsi que de l'emploi pour la jeunesse, un président avec une vision politique et un projet de société. 27 candidats étaient en lice pour ce premier tour de la présidentielle. Le 26 octobre, les législatives avaient été remportées par le parti séculier Nida Tounes. Si la majorité absolue n'est pas obtenue ce dimanche, le second tour de la présidentielle tunisienne devrait se tenir d'ici le 28 décembre. La crise centrafricaine au menu d'un sommet de la CEAC ce lundi à N'Djamena, au Tchad. La réunion de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sera consacrée à une évaluation des récentes évolutions de la transition politique conduite par la présidente de transition centrafricaine Catherine Samba Panza depuis son élection fin janvier par le CNT, le Conseil national de transition. La mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu avec les groupes armés le 23 juillet à Brazzaville au Congo devrait être l'un des points centraux. Violence au Kenya. L'attaque d'un bus ce samedi matin a fait 28 victimes à quelques kilomètres de Mandera, près de la frontière avec la Somalie et l'Éthiopie. Les passagers ont été exécutés. Des exécutions revendiquées par la milice islamiste Shebab. Le terroriste indique avoir agi en représailles des raids de la police kenyane sur des mosquées de Mombasa, sur la côte kenyane. Les autorités tentent toutefois de rassurer. David Kimeyo, chef de la police nationale, s'est exprimé à ce propos. Je tiens à rassurer toute la population, notamment celle de Mandera, que la sécurité sera garantie. Plusieurs policiers seront déployés dans la zone de Mandera pour y arriver.
Retour sur le sommet global de l'entrepreneuriat. La 5e édition a fermé ses portes ce vendredi à Marrakech, au Maroc. Pour cette première sur le continent, la mise en place d'un fonds d'amorçage pour l'entrepreneuriat et l'innovation a été annoncée. Les précisions d'Anan Faro. 3 jours de débat, 6800 participants, 200 intervenants. C'est le bilan de la première édition en Afrique du Global Entrepreneurship Summit. Au programme de cette 5e édition, la technologie au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Résultat, un fonds d'amorçage de 50 millions de dollars va être lancé en partenariat avec la Banque mondiale. Lors du discours de clôture du sommet, le chef de la diplomatie marocaine, Salah Eddine Mezouar, a souligné le dynamisme de l'Afrique. Ce forum se tient pour la première fois en terre africaine. Un continent, comme je l'ai dit, prometteur. Un continent d'avenir qui se démocratise, qui se modernise et qui mobilise fièrement son potentiel humain et son génie créatif. Organisé à Marrakech au Maroc, le Global Entrepreneurship Summit a été suivi par quelques 22 millions d'internautes. Les nouvelles technologies ont le vent en poupe sur le continent où on estime à 167 millions le nombre d'internautes. Il faut regarder l'Afrique différemment. L'Afrique du XXIe siècle est une Afrique qui sait débarrasser du carcan du passé. C'est une Afrique qui regarde l'avenir avec optimisme. Une Afrique qui veut avoir sa place entière dans le progrès humain et dans le progrès du monde. Organisé à l'initiative du président américain Barack Obama, le Global Entrepreneurship Summit s'est tenu pour la première fois en 2009 à Washington. Lors de cette 5e édition, les femmes représentaient 35% des participants. Une journée a été spécialement dédiée aux femmes entrepreneurs. Focus sur le fonctionnement du Parlement au Rwanda. Au pays des 1000 collines, il est bicaméral, composé d'une Chambre des députés et d'un Sénat. L'hémicycle mis en place par la Constitution du 4 juin 2003 est composé de 80 députés, dont la majorité sont des femmes. Comment contribue-t-elle à l'essor du pays? Élément de réponse avec Graziella Diakounté. Jeunes comme plus âgés, au pays des 1000 collines, ils sont nombreux à vouloir assumer des responsabilités dans les plus hautes instances du pays. La loi prévoit que toutes les catégories de la population soient représentées au sein du Parlement. C'est à ce titre que les femmes représentent aujourd'hui 64% des parlementaires au Rwanda. J'ai choisi d'être parlementaire car j'aime assumer certaines responsabilités. Je vais de mon mieux pour atteindre mes objectifs au sein du Parlement et le moins que je puisse dire, c'est que je suis sur la bonne voie. La Chambre des députés dispose de 9 commissions permanentes et d'une commission de suivi et d'évaluation. La plupart d'entre elles sont dirigées par des femmes devenues incontournables dans les prises de décision. Et elles font leur travail de façon satisfaisante. Et surtout qu'elles se complètent avec leurs frères hommes. Et il y a certains aspects qui leur tiennent à cœur, notamment la question de la promotion de la femme. La question des droits de la personne et des droits des femmes, en particulier des enfants. La 3e législature du Rwanda est entrée en exercice en octobre 2013 et a exécuté près de 95% de ses activités en moins d'un an. Toutefois, des défis restent à relever pour donner au pouvoir législatif rwandais un poids réel dans le processus décisionnel. En Mauritanie, l'opposition politique fustige le régime en place. Les orientations politiques du gouvernement seraient, selon elle, néfastes pour le pays. Pire encore, la vie politique serait confrontée à un blocage politique depuis 7 ans. Les explications d'Aminata Diak. Entre 2005 et 2007, Eli Ould Mohamed Val avait mené la transition en Mauritanie après avoir renversé le régime du président Maouya Ould Taya, une transition qui avait permis la tenue des élections en mars 2007. Depuis, la Mauritanie a connu un autre coup d'État mené en août 2008 par l'actuel président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Aujourd'hui, l'ex-chef de la transition porte un regard critique sur les orientations politiques du gouvernement. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est un drame parce que tout simplement, après une transition de 2005 et 2007 qui a unifié tous les Mauritaniens et qui était une transition totalement inclusive de toute la classe politique et qui a su réunir tous les Mauritaniens autour d'un vrai projet politique.
malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé en 2008 et ce qui est arrivé en 2008, croyez-moi, c'est un vrai drame parce qu'il a détruit tout ce que nous avons fait et je pense aujourd'hui qu'il est en train véritablement aussi de détruire notre pays. Le dialogue politique en Mauritanie est actuellement dans l'impasse. L'opposition s'est radicalisée en boycottant les élections législatives et municipales de novembre 2013 et la présidentielle de juin 2014. Pour l'ancien président, seule une concertation avec les autorités pourrait apaiser les tensions au sein de la classe politique. Il n'y a pas 50 solutions. Je pense qu'il faut d'abord faire cesser cette rébellion et ses conséquences. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Premièrement, si on est raisonnable, si on est intelligent, si on veut l'intérêt de notre pays, on doit s'asseoir autour d'une table et trouver une solution et avoir les discussions nécessaires sur les problèmes de notre pays et l'avenir de notre pays et sur un vrai projet de société pour notre pays, comme on a fait en 2005 et 2007, une solution consensuelle entre toute la classe politique. Le contexte sociopolitique n'est pas totalement apaisé en Mauritanie. De nombreux observateurs estiment qu'il faut aujourd'hui un profond changement dans la manière de diriger le pays pour sortir de la crise politique. D'autres, au contraire, reprochent à l'opposition de se refuser à tout dialogue avec le pouvoir. Immersion au sein de l'Afrique Fashion Show. La mode a été de nouveau à l'honneur à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce samedi. Une quinzaine de stylistes originaires du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso et même des États-Unis ont su rehausser la mode africaine. Parmi eux, le créateur ivoirien Sis Sainte-Moïse, que notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Hortense Assaga, a rencontré. Toujours ici dans les coulisses de la 9e édition de l'Afrique Fashion Show à Abidjan en Côte d'Ivoire, en compagnie d'une des figures de la mode ici, Monsieur Cissé ivoirienne, de la mode ivoirienne. Monsieur Cissé, bonsoir. C'est tout naturellement que vous vous retrouvez ici dans cet événement? Mais oui, c'est naturellement que je suis là. Donc pour cette haute édition de l'Afrique Fashion Show, donc j'ai été convié à venir présenter donc ma toute dernière collection. Qui s'appelle, ou elle a un nom ou... En fait, cette collection s'appelle Kaftani. Kaftani by Sis Sainte-Moïse. Donc en fait, c'est un style de boubou que j'essaie de moderniser un tout petit peu pour les générations les plus jeunes parce que c'est un type de vêtement qui est très porté, mais il se trouve que pour l'adapter donc à la situation actuelle, donc au monde contemporain dans lequel nous sommes, pour aller au bureau et autres, il faut le rendre beaucoup plus confortable et moins volumineux. Donc on a essayé de restreindre un peu la matière, la forme et tout pour rendre ce vêtement plus accessible. Donc c'est un seul modèle qui est décliné en plusieurs tableaux en vérité. Donc c'est une collection, on va dire, qui réunit l'Afrique du sud du Sahara au nord du Sahara. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Absolument, toute l'Afrique se retrouve là dans cette collection. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à l'issue de cette manifestation? D'autres encore? Ah oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, on va laisser Monsieur Cissé, Moïse Cissé, Moïse aller défiler lors de cette 9e édition d'Afrique Fashion Show. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.